Ah, la grande armée de Napoléon, une formidable machine de guerre qui, sous le commandement brillant de l'empereur, a réussi à conquérir l'Europe en battant une par une les plus formidables puissances de l'époque. Prusse, Russie, Autriche, etc. Les grandes armées de ces grands empires sont toutes tombées face au génie tactique de Bonaparte. Mais il est pourtant une armée que Napoléon ne réussira jamais à contenir. Une armée nombreuse, instoppable, motivée. Cette armée, ce sont les dizaines de milliers de femmes ayant accompagné l'armée de Napoléon. Tour à tour encombrante, nécessaire, voire indispensable, ces marchandes, prostituées, maîtresses d'officiers, femmes de soldats, françaises, espagnoles, allemandes et j'en passe, ont participé à forger l'immense aventure humaine qu'ont été les campagnes de Napoléon. Étant de 1792 à 1815, le cauchemar du haut commandement français, qui après avoir explosé une armée de Russes des terres, se retrouvait incapable de gérer la marée féminine qui suivait les soldats partout en Europe. Quand le général Carnot inspecte en 1793 l'armée à Douai, il y trouve 3000 femmes dans les casernes pour 350 combattants. 350. Il va ensuite écrire au haut commandement cette lettre apocalyptique. Un fléau terrible détruit nos armées, c'est le troupeau de femmes et de filles qui sont à leur suite. Il faut compter qu'il y en a autant que de soldats. Les casernes et les cantonnements sont engorgés. Elles énervent les troupes et détruisent par les maladies qu'elles y apportent 10 fois plus de monde que l'ennemi. Pourquoi aller perdre son armée dans les plaines russes alors que le véritable ennemi était sous notre nez depuis tout ce temps? Les femmes. C'était un peu la blague récurrente des campagnes de Napoléon. Les soldats adoraient les femmes suivaient les soldats partout, et les officiers, entre deux visites à leur maîtresse, se plaignaient en remontant leurs braguettes que tout ça, ça nuisait au moral et à la discipline des troupes. Un joyeux bordel en somme, et surtout plein d'anecdotes assez dingues à vous raconter sur ça. Mais attends Altéris, si toutes ces femmes parmi les soldats c'était un si gros problème pour les hauts gradés, ils ont dû tenter d'y remédier, non? Oui, ils ont tenté. À partir de 1793, et après le rapport catastrophiste du général Carnot, c'est-à-dire avant même l'arrivée au pouvoir de Napoléon, le commandement décide que c'est bon, ça suffit toutes ces bonnes femmes là, et plusieurs règles sont promulguées. En gros, si tu n'étais pas une femme indispensable au fonctionnement de l'armée et que tu te trouvais toujours dans le camp, bah on te renvoyait à 2 jours de marche en arrière et on t'enduisait de cire noire si tu revenais. Ah là là, avec toutes ces mesures énergiques, les bonnes femmes, elles vont enfin arrêter de nous casser les couilles. Non, ça n'a servi strictement à rien. L'ordre fait effet 2 semaines. 2. Les femmes vont suivre sagement la troupe, bien en retrait pendant ce temps, mais dès que le camp se monte, ça y est, les revoilà partout, et les officiers déjà débordés par les tâches quotidiennes ne peuvent tout simplement pas faire respecter le règlement. Les meufs s'en battaient les reins et continuaient tranquillement d'aller et venir. Mais bon, dites-vous qu'après, si les femmes venaient, c'est que les soldats, ils étaient bien contents qu'elles viennent. Le 26 juillet 1800, il faut revenir encore sur le sujet. Le premier consul Napoléon, donc, signe un arrêt relatif aux enfants de troupe et aux femmes à la suite des armées. Rien à faire. Hein, les femmes étant toujours aussi nombreuses, et les fusillés semblant un brin abusif, la grande armée finira par capituler, se contentant de règlements et de quelques blackface à la cire noire de temps à autre, mais sans jamais pouvoir les virer définitivement. Après, dites-vous que le nombre de femmes dans l'armée a bien changé au fur et à mesure des campagnes ou des différents règlements. On passait de quelques dizaines suivant la grande armée durant la campagne d'Égypte, à plusieurs milliers en Espagne par exemple. Et encore, ce n'est qu'une vague estimation du nombre de femmes et d'enfants qui suivaient la troupe, parce que beaucoup de locales embarquaient l'aventure en cours de route. Les femmes, c'est bien général ça comme terme, Altéris. Mais c'était qui ces femmes au juste? Penchons-nous tout d'abord sur ces fameuses femmes utiles à l'armée. On comptait dans leur rang plusieurs métiers, notamment des blanchisseuses qui lavaient les vêtements, des cantinières qui faisaient à bouffer, ou des vivandières qui étaient le nom donné aux marchandes itinérantes, grandement représentées dans la culture populaire et dans beaucoup de chansons cochonnes. Le plus souvent, ces femmes accompagnaient leur mari, vivandier ou blanchisseur, ou encore se trouvait un homme parmi la troupe. En fait, rien n'était prévu pour elles qui suivaient l'armée à leur risque et péril, et vivaient comme tout le monde sur le pays de troc et de rapine, revendant vêtements, alcool ou nourriture. Déjà que les soldats de la grande armée étaient en grande majorité affamés, miséreux et sales pendant les campagnes de Napoléon, ouais, le soldat type ressemblant plus à un paysan mal lavé qu'à un soldat de la garde, alors imaginez un peu l'état de ces femmes qui les accompagnaient. Et même si elles ne combattaient pas dans les rangs, elles avaient quand même un rôle important sur le champ de bataille. Quand on imagine la bataille d'Austerlitz par exemple, on imagine généralement des rangées de soldats bien compacts, de fiers soldats qui se tirent dessus. Bah, la réalité c'était exactement ça. Mais avec en plus tout un tas de gonzesses qui couraient partout dans les rangs pour apporter des munitions et de l'alcool. Fallait bien ravitailler les troupes, hein, et surtout apporter de la gnôle aux combattants qui en avaient absolument besoin pour tenir durant les très longs combats. Ces femmes prenaient donc les mêmes risques que les combattants, allant même jusqu'à se battre aux côtés de soldats de temps à autre quand l'ennemi approchait trop. Autant vous dire qu'en cas de capture par l'ennemi, une femme courait plus de risques que les hommes, car étant une monnaie d'échange moins précieuse et possédant un vagin.
Bref, je vous laisse imaginer le courage qu'avaient ces dames pour aller sur le champ de bataille. Par exemple, une certaine Madame Casajus va recevoir de Napoléon lui-même une chaîne en or, et ce pour avoir, malgré une grêle de balles, pénétré 2 fois de suite dans un ravin pour distribuer gratis 2 barils d'eau de vie aux soldats. La meuf, elle a bravé la mort juste pour distribuer de l'agneau, quoi. Sur le champ de bataille, elles font aussi fonction d'infirmières, d'aumôniers, soignant les blessés et dans certains à mourir, en recueillant leurs confidences et leurs dernières volontés. Dis à ma femme que... Chut, bois l'agneau, bois la bonne. Et des meufs comme ça, on en a encore la trace de beaucoup. Une certaine Catherine Balland, par exemple, une cantinière, va recevoir la Légion d'honneur en 1813 pour avoir distribué de l'alcool sous le feu. Le peintre Lejeune lui rend d'ailleurs hommage dans ce tableau. Ces femmes convertissaient après la bataille au besoin leur charrette en ambulance voire en bistrot, ce qui leur assurait d'entrer directement dans le top 3 des meilleures femmes de l'univers pour les soldats. Pour beaucoup, c'était également les seuls êtres de sexe féminin à qui ils parlaient pendant de longues périodes. Mais c'était pas open bar, hein. Mais cette catégorie de femmes ne représentait au final qu'une toute petite portion des femmes de la Grande Armée. On compte également dans le tas tout le contingent des épouses, des fiancées, des amoureuses et des maîtresses. Et putain, il y en avait beaucoup. Les officiers supérieurs, si prompts à dénoncer l'influence perverse sur la discipline de ces infâmes créatures débauchées de Satan, étaient les premiers à faire jouer de leur influence pour amener des charters de maîtresses directement de la métropole, et souvent de manière secrète, vu que c'était rarement autorisé et pas super bien vu. Par exemple, le général Masséna n'acceptera d'aller en Espagne et de commander les troupes qu'à la seule condition que sa maîtresse, une certaine Madame Le Berton, l'accompagne. Cette charmante dame étant par ailleurs déjà mariée à un capitaine de la garde, qui deviendra, cocu, hein. Masséna et Le Berton, ils jouaient pas au Scrabble dans leur tente. Ils joueront tellement pas au Scrabble d'ailleurs que le général en oublie d'interagir avec ses subordonnés, notamment le célèbre Michel Ney, qui détestait la maîtresse de Masséna, ce qui entraîna un manque de coordination invraisemblable durant la campagne. On connaît tous ce fameux pote qui t'oublie dès qu'il a trouvé une nana. Par contre, quand le pote en question y conduit l'armée française, ça peut vite mener à la catastrophe. D'ailleurs, c'était une chipie, là, Le Berton, hein. Il lui arrivait de faire arrêter la marche des troupes un jour entier, juste pour envoyer chercher sa perruche, qui avait été oubliée dans son logement. Elle se faisait porter par des grenadiers, se déguisait en maréchal et exigeait le respect dû à cette fonction. Bref, imbuvable. Tout ça fera dire à un vieux capitaine, le maréchal n'est plus qu'un vieux renard, tout juste bon à prendre les poules. Madame Le Berton devenant du coup auprès de ses soldats, la poule de Masséna. J'adore. Et toutes ces histoires de fesses, ça faisait mauvais genre dans la haute société. Les Anglais, ennemis jurés de Napoléon, iront même jusqu'à intercepter puis publier dans les journaux les lettres enflammées du général Berthier, un autre haut gradé, à sa maîtresse juste pour se foutre de sa gueule. C'est comme si demain tu voyais tes sextos en première page du Figaro. En Espagne, par exemple, beaucoup de femmes environnent l'armée. Épouses, concubines, maîtresses occasionnelles ou simples aventurières, elles sont françaises mais aussi espagnoles ou portugaises. Beaucoup de soldats amenaient carrément leur famille avec eux, femmes et enfants compris, dans un super voyage avec option cadavre putréfié au bord des routes et papa qui va aux putes. Quand le maréchal Soult évacue l'Andalousie en 1812, un témoin note dans son journal: sur la route se presse un amas confus de fantassins et de cavaliers, de caissons et de calèches, de fourgons et de mulets, d'ânes et de charrettes, des femmes et encore des femmes, sur des charrettes, sur des ânes, à cheval, à pied, partout. Ça peut donner une petite idée de l'ampleur de la présence féminine au sein de la Grande Armée. Et il fallait être motivé pour être en Espagne à ce moment-là, c'était un massacre absolu avec la guérilla et tout. Et les Françaises prises par les ennemis ne devaient s'attendre à aucune pitié, les pires guérilleros étant d'ailleurs, des femmes. Autant fanatisées que leurs maris, qui n'hésitaient pas à embrocher des soldats français pendant leur sommeil, ou encore, anecdote assez trash, cette femme qui va aller jusqu'à empoisonner son repas qu'elle partageait avec ses propres enfants et des soldats français, tuant tout le monde dans l'opération sauf un soldat qui dira d'elle que c'était une très belle femme. Ouais, elle a empoisonné ses gosses juste pour buter mes copains, mais c'était au moins une 9 sur 10. Mais durant ces voyages, la Grande Armée s'est aussi activement mêlée à la population locale. Surtout en Allemagne, où les romances, les aventures, voire les mariages entre soldats et femmes locales étaient très courants. Les duels à mort pour les yeux d'une belle étaient aussi assez fréquents. Interdits formellement par Napoléon à cause du nombre trop élevé de victimes parmi les officiers, ces duels se faisaient la nuit, à l'épée, au pistolet ou à la lueur d'une torche. Puis aussi, quand les soldats partaient faire la guerre après être restés un moment à un endroit, 9 fois plus tard, oh bah alors, oh tous ces petits bâtards. Ceci dit, il vaut mieux qu'une armée laisse derrière elle des enfants plutôt que des cadavres. Oh, et on a vu de nombreuses locales, espagnoles ou allemandes, suivre leurs nouveaux amants en quittant tout, famille et amis, allant ainsi grossir le convoi suivant la Grande Armée. Genre les Français arrivent, occupent le pays, et se barrent avec toutes les belles femmes en laissant aux hommes qui restent une chier de bâtards. Mais bon, dites-vous que si ces femmes étaient là, c'était aussi parce que les soldats étaient demandeurs. Très demandeurs. Forcément, vous foutez 300 000 bonhommes au même endroit, de jeunes hommes vigoureux, les hormones s'agitent. Et en plus des épouses et autres maîtresses, une catégorie très particulière de femmes furent présentes du début à la fin des campagnes de Napoléon. Des prostituées. Des putes par milliers.
Jamais en Europe, une armée n'aura été aussi cliente des bordels et autres maisons de réconfort, ni autant propagée de maladies sexuellement transmissibles. Inutile de vous préciser les conditions catastrophiques dans lesquelles travaillaient la plupart de ces ribaudes, le surnom des prostituées à l'époque, et qui suivaient dans de longs convois la Grande Armée. Par exemple, imaginons que Pierrick, soldat dans l'armée du Rhin, lui ait la syphilis. Pierrick va voir Greta, la ribaude du camp, lui refile son truc, Greta se fait ensuite passer dessus par la moitié du régiment, qui chope tous la syphilis, ces mêmes soldats qui vont ensuite se trouver des maîtresses dans la population locale, Greta qui reçoit quelques hommes locaux, et bim, c'est comme ça que tu contamines la quasi-totalité du continent dans la sorte d'immense orgie européenne provoquée par la Grande Armée. Une manière de resserrer les liens entre pays, c'était un peu les précurseurs d'Erasmus, dans ce sens-là. Les prostituées étaient tout simplement partout, proportionnellement à la taille de l'armée. Plus ou moins tolérées, les prostituées ne l'étaient pas à l'intérieur des camps, en témoigne l'ordre du général Friant du 18 septembre 1811, ordonnant, je cite, d'arrêter les coureuses qui s'introduisent dans le camp. Mais après, nuançons un peu. Les prostituées avaient et ont toujours aujourd'hui ce rôle d'apaisement social. Alors a priori, durant les batailles, quand un boulet arrache la tête de ton pote, tu penses pas trop à tes couilles, mais dès que l'armée s'installait quelque part pour une longue période de temps, et bah forcément, des dizaines de milliers d'hommes qui s'ennuient en même temps au même endroit, ça devient vite la merde, s'il n'y a pas de distraction à côté. Dans ce sens, la prostitution a souvent sauvé la paix sociale en offrant un exutoire aux passions des jeunes appelés. Son poète. Mais sinon, vous saviez que parmi les soldats, il y en avait qui n'allaient pas aux putes, parce que c'était des femmes soldats, du coup, elles pouvaient pas. Et ouais, il y avait des femmes dans l'armée de Napoléon, qui combattaient parmi les gars. Bon alors bien sûr, c'était interdit d'entrer dans l'armée en tant que femme, mais ça n'en a pas empêché certaines de tenter quand même l'aventure. Vu que pour des raisons évidentes, ces femmes devaient se travestir en hommes pour combattre, on ne sait pas exactement combien sont passés dans la Grande Armée. Beaucoup ont dû rester inaperçus durant toute leur carrière, tandis que d'autres se faisaient choper à la suite de blessures au combat, ou même pendant cette période du mois. Je parle de grosses règles. C'était dégueulasse. Du coup, il y a que celles qui se sont fait choper qui sont passées à la postérité. Une certaine Virginie Guesquire va par exemple se faire passer pour son frère avant de se faire choper en 1812 et renvoyer à la maison. Une autre femme nommée Marie-Angélique Joséphine Duchemin va suivre son mari, participer à 7 campagnes, blessée à 3 reprises et accéder au grade de sous-lieutenant pour enfin recevoir la Légion d'honneur en 1851. Et dites-vous que des femmes qui se déguisaient pour devenir soldats, eh ben c'était dans toutes les armées de l'époque. On compte aussi beaucoup d'exemples d'Allemandes ou d'Anglaises qui ont fait pareil. Mais bon, toute aventure a une fin, et celle de toutes ces femmes s'est terminée sur les rives de la Bérésina en même temps que la Grande Armée. Après une campagne de Russie devenue catastrophique à cause de l'hiver, l'armée de Napoléon entamera une horrible retraite dans le froid et la faim qui n'épargnera pas ces mesdames et leurs enfants. Lors du franchissement de la rivière Bérésina, le long convoi de train qui suit l'armée de Napoléon se fera complètement tailler en pièces. Soldats, civils, femmes et enfants compris par les terribles cosaques russes. Enfin bref, vous avez compris avec tous ces exemples que les braves grognards qui montaient au front étaient le plus souvent accompagnés. Soumis à des tensions extrêmes, en contact quotidien avec la mort, les soldats apprécient le réconfort d'une présence féminine pour évacuer leur peur. Elles jouent le rôle de confidentes, d'assistantes sociales, d'infirmières, parfois de combattantes, et font partie intégrante de cette immense aventure humaine qui a été la Grande Armée de Napoléon Bonaparte. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir mon travail, écoutez, like, commentaire, abonnement, cloche, vous connaissez de toute façon le topo, on vous le dit à chaque fois. Si vous voulez me soutenir financièrement, j'ai un Tipeee. Ouais, forcément, le mec il demande de liker, donc il a un Tipeee. Et en attendant, écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.